Je me suis lancée dans un master MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et donc ça m'a beaucoup plu parce que c'était savoir connaître un petit peu tout dans les fonctions d'une entreprise, mais sans devenir experte. Donc ça m'a permis de vraiment toucher un peu à tout. Et donc du coup de me lancer dans la vie professionnelle en tant que chef de projet. Et puis j'ai continué comme ça quelques années. Jusqu'au jour où un projet bébé est né dans ma tête et là je me suis dit voilà, ça fait quelques années que je suis chef de projet, comment je me vois évoluer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et là un petit peu grosse crise existentielle parce que j'en avais vraiment aucune idée. Et la solution que j'ai trouvée, ça a été de lancer ma boîte. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors bien sûr, il ne faut pas sortir de toutes ces zones de confort tout de suite. Donc la boîte que j'ai commencé à créer était pour accompagner les entrepreneuses à mieux s'organiser, donc aussi bien au niveau méthodologique, au niveau outillage et tout ça. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre d'autres compétences comme le UX design, le Lean Startup. Retour de congé maternité après. Je reprends un poste de salarié. En fait, c'est là où tout a changé quand même parce que je ne suis pas revenue salariée comme j'étais partie parce que j'avais tout mon background d'entrepreneur. Et donc, du coup, je suis venue salariée en me disant mais voilà, maintenant je vais voir mon salariat différemment. Je vais essayer d'être moi, que tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat finalement peut me servir dans le salariat pour trouver ma place, pour prendre ma place, pour apporter de la valeur, sans jamais et surtout ne plus rentrer dans un moule. Voilà, ça m'a permis de casser un peu tous les codes, de trouver mon propre moule et donc d'être heureuse dans un poste salarié. Je travaille sur des solutions innovantes, donc on part vraiment d'une idée pour construire un produit. Et donc du coup, ça me permet de mettre du design thinking dans l'agilité et inversement de mettre de l'agilité dans les concepts Lean Startup parce qu'en fait, on itère beaucoup. Et donc j'aime bien, c'est vraiment ce que j'aime bien, c'est de pouvoir utiliser toutes mes compétences, tout ce que j'ai acquis. Et là, entre autres, l'agilité, un petit peu de gestion de projet, parce qu'il faut quand même réussir à suivre un projet, à rendre compte. Mais aussi tous les concepts Lean Startup que j'ai découverts avec ma propre entreprise. J'arrive vraiment à utiliser tout ça et à le mettre à profit de mes journées. Et c'est la même chose dans ma vie d'entrepreneur parce qu'on vient me voir avec des problématiques qui sont diverses et variées et en mettant toutes mes compétences, toute mon expérience à profit, j'arrive vraiment à apporter des solutions et vraiment accompagner, guider. Et donc mes journées, j'utilise tout ce que je sais faire, mais j'apprends aussi beaucoup. J'apprends vraiment aussi beaucoup parce que je fais beaucoup de recherches pour vraiment adapter ce que je propose et mes ateliers. J'en ai plusieurs, à commencer par l'agilité parce que tout le monde n'est pas convaincu par ces frameworks et par cette nouvelle façon de travailler. Donc oui, mon premier défi, c'est de montrer ce que c'est l'agilité. Parce qu'il y a aussi énormément de buzzwords qui sont utilisés, mais avec pas forcément les bonnes définitions derrière. Donc déjà, remettre du sens sur les rituels agiles. Et voilà, vraiment being agile et not doing agile. C'est ça mon premier défi. Mon second défi, c'est d'évangéliser les concepts Lean Startup dans un grand groupe. Parce que dans une culture du cycle en V qui est bien établie, qui est là depuis longtemps, faut vraiment réussir à montrer que le Lean Startup, il y a des choses qui marchent très bien dans les grandes entreprises, notamment dans la construction pour aller d'une idée à un produit. Ça marche bien. De nombreuses startups ont montré que c'est probant. Et dans les grands groupes, ça marche aussi parce que c'est mon quotidien. Mais par contre, j'ai un grand défi d'évangélisation parce que il y a une transformation numérique qui est en cours et il faut l'accompagner, il faut donner les bons messages clés et il faut surtout être là pour guider. Mon troisième défi,
qui n'est pas des moindres non plus, c'est, comme je disais tout à l'heure, moi mon salariat, j'ai une vision qui a complètement changé. Je vis mieux mon salariat parce que ça correspond à mes priorités, parce que j'en ai ma propre définition maintenant. J'ai mon propre moule et donc mon quotidien en étant employé dans un grand groupe, c'est de réussir à rester moi, c'est de réussir à concilier mes priorités, les priorités de l'entreprise, de continuer à m'y épanouir, à m'y accomplir. Et en tant qu'entrepreneur, mes défis, c'est vraiment de sentir si je peux aider quelqu'un ou si je ne peux pas l'aider et de pouvoir très vite dire oui, je suis la bonne personne ou non, je ne suis pas la bonne personne. Et donc tout ça, c'est vraiment des grands défis. Mais en même temps, c'est ce qui me motive tous les matins, c'est ce qui me challenge. Une équipe, c'est composé d'humains. Donc il faut être à l'écoute de ces personnes-là. J'aime bien aussi que les gens puissent s'exprimer autrement qu'en étant dans une case, en étant une fiche de poste et en leur donnant la possibilité d'apporter tout ce qu'ils ont à apporter dans une équipe et tout ce qu'ils veulent apporter. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on veut garder pour soi et c'est ok. Il y a des fois des choses qu'on aimerait soit expérimenter, soit aller un peu plus loin, en plus de ce qu'on sait déjà faire. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc, c'est pour ça, vraiment, être à l'écoute. Et pareil, moi, sur les personnes que j'accompagne, du coup, la majorité des personnes se trouvent dans le service. Et donc, du coup, moi, il faut que je connaisse un peu mieux ce monde du service, savoir quelles sont les forces, les faiblesses. Enfin, voilà, faut toujours faire de la veille, se tenir informé, voir ce qui se passe ailleurs. C'est de penser MVP, de penser fonctionnalité par fonctionnalité. Et certes, on peut se faire une vision, on peut se faire en se disant voilà les grandes étapes auxquelles on pense aujourd'hui, parce qu'il faut toujours avoir des objectifs, il faut toujours avoir une vision pour savoir dans comment on avance et vers quoi. Mais ne passer plus de temps à construire des petites choses, des fonctionnalités, que d'imaginer sur papier une grande roadmap en disant là on va faire ça, là on va faire ça, on va faire ci. Parce qu'en fait, on apprend en marchant, en fait, on apprend en construisant quelque chose, on apprend à chaque fois que les utilisateurs ont le produit entre les mains, c'est là où ils apprennent, c'est là où ils nous font des feedbacks et c'est vraiment comme ça qu'on peut qu'on peut savoir en fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais si je devais sortir quelques noms, alors moi il y en aurait 4. Il y aurait en premier Tim Ferriss avec La semaine de 4 heures. Parce que ce livre-là m'a montré que si on veut changer sa situation, il n'y a rien de mieux que de se mettre en action. Ensuite, il y a forcément Eric Ries avec Lean Startup qui m'a du coup introduit ces concepts-là. Mais ces concepts étaient encore très abstraits pour moi. Du coup, je complète avec Ash Mayura et la méthode Running Lean qui met en pratique le Lean Startup et qui permet de démarrer. Moi, le Running Lean, ça m'a vraiment permis de démarrer. Et ensuite, quatrième personne, il y a Simone Sinek avec le livre Start with Why. Parce que toujours en quête de sens, en quête de comprendre pourquoi je fais les choses. Ce livre m'a vraiment beaucoup aidé et il y a un très bon TEDx que je ne peux que vous conseiller. Les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est la base. C'est la base parce que c'est quoi le succès d'un produit? Le succès d'un produit, c'est qu'il génère beaucoup de ventes, qu'il est beaucoup utilisé. Et donc pour moi, le succès, c'est les utilisateurs et après, c'est l'équipe qui va vraiment utiliser tous les feedbacks des utilisateurs pour concevoir ce produit. Parce que les utilisateurs, ils vont donner 1 milliard de feedbacks et derrière, il faut savoir faire le tri. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose parce que succès d'un produit, ça veut dire qu'il est vendu. Ça veut dire qu'il est acheté. Et donc pour qu'il soit vendu ou acheté, il faut qu'il plaise. Et bon, pour plaire, il faut qu'il réponde à des besoins. Donc il faut vraiment répondre aux besoins des utilisateurs et se baser sur eux pour trouver les bonnes solutions.
Alors moi, mon activité, c'est vraiment pour accompagner les gens qui sont en souffrance dans leur job salarié, qui subissent leur job salarié, à mieux vivre leur salariat, parce que j'en suis la preuve vivante, c'est possible. Et donc moi, je pense que déjà, pour qu'une équipe soit épanouie, il faut déjà que chaque personne qui compose l'équipe le soit elle-même. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé mon activité. Être bien au travail, et ben dans l'équipe, c'est de la positivité qui est apportée et le positif entraîne le positif. Donc du coup, si chaque membre d'une équipe se sent bien à titre personnel qu'à titre professionnel, l'équipe se sent bien elle-même et donc du coup, elle est efficace, elle est productive, il y a une bonne entente. Enfin voilà, produire dans la joie et la bonne humeur, c'est mon rêve absolu. Alors ma plus belle success story à titre perso, c'est quand ma boîte a vendu pour la première fois, quand j'ai eu une première cliente et donc du coup qui en a appelé d'autres et tout ça, parce que pourquoi c'était une success story? Au-delà de l'aspect financier, c'était surtout que j'avais réussi à créer un produit qui a intéressé des utilisateurs au point qu'ils achètent. Et donc pour moi, c'était ça la plus belle success story parce que c'était beaucoup d'interviews exploratrices, c'était beaucoup de rendez-vous, beaucoup de networking, d'aller comprendre si mon problème était unique ou alors si il était rencontré par beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail dessus. Puis après, une fois que j'avais le problème, que j'avais discuté avec des gens et tout ça, il fallait réussir à poser une solution face à ce problème-là. Et donc mes coachings étaient cette solution, sont cette solution. Et donc c'est ça ma plus belle success story, c'est d'avoir créé un produit, de tout le travail que ça implique derrière. Et à titre, dans mon job salarié, l'une de mes plus belles réussites, c'est quand la conception d'un produit partait un petit peu dans tous les sens, que c'était un petit peu difficile, c'était de vraiment prendre le temps d'accompagner, prendre le temps de reposer des bases, à chaque fois répéter des messages clés et tout ça pour à la fin finir à livrer dans les temps. Et mon dernier conseil serait de vraiment toujours répondre à des problématiques utilisateurs, donc toujours être proche des utilisateurs. Même quand, moi c'est souvent le cas, même quand on vient directement me voir avec une solution, on me dit voilà ce qu'il faut faire, on a pensé à tout. Toujours trouver la problématique et quelle solution, quelle est la problématique à laquelle vous devez répondre. C'est ça vraiment le plus important, même quand on vient, on vous dit « mais j'ai pensé à tout, tiens, c'est ça qu'il faut faire ». C'est peut-être ça, je dénigre pas, c'est peut-être ça, mais il faut toujours réussir à formuler la problématique parce que c'est vraiment ce qui va guider la conception du produit jusqu'à la fin. Dans les moments de doute, dans les moments où on va se poser plein de questions, on va toujours se rappeler la problématique et il faut toujours insister pour avoir des utilisateurs à qui vous pouvez aller poser des questions. Surtout quand vous voyez dans votre équipe, autour d'un bouton, il y a plein de discussions. C'est normal, c'est parce que c'est pas l'équipe qui conçoit qui a la réponse, c'est l'utilisateur.